s'intéresser à la gestion collective des droits d'auteur au Cameroun. Depuis quelque temps, elle s'impose à l'actualité du fait des alliances qui se font ou des batailles qui s'amplifient. Elle a pris un tournant particulier avec la mise sur pied d'une part d'un comité ad hoc au Premier ministère et d'autre part de la création d'une nouvelle société de gestion dénommée la SOCACIM, la Société camerounaise civile des musiciens. Ce qui a fait dire à la nouvelle expression à le messager que Amatou Toumouna a défié le Premier ministre. Elle est même présentée par certains comme une rebelle de la République. Est-ce vraiment le cas? Et quelles sont les chances pour cette nouvelle société de faire mieux que la SOCAM, la CMC, la SOSNADA, la SOSILADROM, entre autres? Le temps viendra pour l'évaluer. N'est-il pas aussi venu le temps pour la presse de s'auto-évaluer, au-delà de s'interroger sur le rôle joué par les organes tels que le Conseil national de la communication, comme l'a fait cette semaine le quotidien Le Jour? Ne peut-on pas se demander ce qui reste de ce métier au Cameroun? Et comme les autres travailleurs, elle devrait aussi s'interroger sur ce qui reste de la fête du travail. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue ici, bienvenue à vous. Céline Oufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous ce dimanche. L'actualité qui a essentiellement tourné autour de la culture et autres célébrations cette semaine. Vous l'avez dit, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, des tabloïds camerounais n'ont pas manqué de diagnostiquer les principales menaces à la pratique du journalisme au Cameroun. Et presque tous les journaux sont unanimes. Le Conseil national de la communication est indexé dans les quotidiens et hebdomadaires au regard de la menace de sanction du CNC qui pèse sur Mutation, Le Messager et Émergence. Le quotidien Le Jour s'interroge sur la procédure de traitement de la plainte du ministre de la Communication contre ces différents journaux. La commission chargée de l'instruction des dossiers au sein du CNC est-elle suffisamment outillée sur les questions d'éthique et de déontologie en matière de communication sociale au Cameroun? S'interroge Le Jour. Dans les colonnes du Messager, Michel Michaud-Moussala, le vice-président de la Fédération des éditeurs de presse, accuse le CNC d'être le bras armé du gouvernement. D'autres directeurs de publication interviewés dans Le Jour qualifient le Conseil national de la communication de coquille vide qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Cependant, Aurore Plus regrette que la presse camerounaise ait décidé d'évoluer en rang dispersé à travers sa flopée de syndicats pour la célébration de la 22e édition de la journée qui lui est consacrée. Ce journal pense qu'elle se livre ainsi au gouvernement qui cherche à la caporaliser dans un contexte marqué par la clochardisation de la presse. À ce sujet, l'Œil du Sahel dresse un tableau noir de l'état de la presse dans le Grand Nord, en plus de la faible représentativité des médias qui sont presque tous implantés dans le Grand Sud. Il y a un sérieux manque de financement pour les radios communautaires et la presse régionale dans un environnement de guerre contre Boko Haram. Les quelques correspondants présents sur le théâtre des opérations confient dans les quotidiens, dans les colonnes de l'Œil du Sahel, que leurs mouvements sont limités et contrôlés. Malgré cela, des universitaires saluent le travail remarquable des journalistes dans le traitement de l'information liée à la guerre contre Boko Haram. Cette semaine, la presse n'est pas restée insensible aux conditions de travail des vigiles, cordonniers et femmes de ménage. À l'occasion de la Journée internationale du travail, Mutation a choisi de mettre en lumière ceux qui fêtent la débrouillardise. Le constat est alarmant. Mutation raconte comment des cordonniers broient du noir. Faute de mieux, ils continuent de rafistoler des chaussures et leurs revenus sont assez insuffisants pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans la même situation, ce journal évoque le quotidien difficile des chargeurs de voitures et fabricants de beignets. Les travailleurs les plus âgés dans le secteur informel confient dans les colonnes de Mutation qu'ils ne souhaitent jamais que leurs enfants empruntent ce même chemin de la souffrance. Malgré cette précarité de l'emploi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se montre optimiste. Dans une interview accordée au quotidien Le Jour, Grégoire Oona esquisse le meilleur des mondes où devraient évoluer employés et employeurs.
Cependant, il n'apporte aucune solution concrète à la situation des travailleurs du secteur informel et l'amélioration de la couverture sociale au Cameroun. Autre sujet d'actualité, c'est la création d'un nouvel organisme civil chargé de la gestion collective du droit d'auteur. Cela a suscité un tir groupé de la presse sur Amathoutou Mouna, après avoir été désavoué et dépouillé de toutes ses responsabilités dans la médiation de la crise relative à la gestion du droit d'auteur. Le Messager constate qu'Amathoutou Mouna, ministre de la Culture, a défié la primature. Ouassitoral précise que le ministre de la Culture a créé une société de gestion collective du droit d'auteur dans son village, en Bengui, dans le nord-ouest, même si c'est une importante délégation d'artistes qui s'est réunie dans cette localité pour mettre sur pied cette structure. La presse voit à la manœuvre celle qui est désormais appelée la rebelle de la République. Le Messager passe en revue les frasques d'Amathoutou Mouna, son refus de réhabiliter la CMC malgré la décision de la Cour suprême, sa tentative de manipulation du garde des Sceaux pour protéger des présumés détourneurs de fonds publics. Pendant ce temps, des concertations se poursuivent à la primature. Le Messager affirme que Ndedi Eyango a pris part à une séance de travail avec le comité ad hoc chargé de faire des propositions en vue de l'assainissement de la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Ndedi Eyango accorde plus de crédit à ce comité et espère qu'un médicament miracle jaillira de ces concertations pour soigner le droit d'auteur du domaine musical au Cameroun. Merci à vous, Cédric Noufélé, pour cette revue de presse. On se retrouve certainement dimanche prochain. Occasion pour moi de vous dire de bien penser à la presse. Nous sommes le 3 mai 2015, c'est bien cela. Vous l'avez dit, Sandrine, c'est une journée de réflexion pour, n'est-ce pas, mettre les balises de l'avenir de la presse au Cameroun. Très bien, merci à vous, Cédric Noufélé. À dimanche prochain. Et nous allons à présent faire connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce plateau avec nous ce dimanche. Suzanne Kalalobe, bonjour. Bonjour Sandrine Yamga. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes également membre du Conseil national de la communication. Avec vous, je m'arrête sur cette actualité relayée par la presse, les journaux Mutation, Le Jour et Le Messager, entre autres, qui font remarquer que l'on observe quelques scènes entre Jeune Afrique et le gouvernement camerounais. Ces journaux qui remarquent que Jeune Afrique vient de consacrer une vingtaine de pages au Cameroun autour de la lutte contre Boko Haram, alors que ce journal paraissait un peu plus critique envers le régime de Yaoundé hier. C'est une analyse qui vous parle? C'est une mauvaise lecture parce que il y a des articles dans Jeune Afrique qui critiquent le gouvernement. Mais Jeune Afrique tout entier n'est pas positionné contre un gouvernement. La preuve de la liberté des gens qui travaillent dans ce journal, c'est qu'ils peuvent dire les choses comme ils les pensent. Donc il n'y a pas eu de rupture institutionnelle entre deux institutions, un gouvernement et puis un journal. Il y a des articles qui peuvent ne pas plaire, mais qui n'empêchent pas que Jeune Afrique continue à faire ses affaires et le gouvernement avec lui. Ensuite, je pense que la question de la lutte contre Boko Haram est une question maintenant qui s'est internationalisé. C'est-à-dire il n'y a pas d'un côté le Cameroun qui va lutter seul contre j'appellerais ça contre pas la nébuleuse, mais la constellation djihadiste, parce que c'est une véritable constellation. Donc par rapport à ce type de combat, je crois qu'il n'y a pas d'état d'âme. Jeune Afrique est une institution qui est très ancienne, institution dont je ne partage pas toujours les orientations éditoriales, mais c'est une institution. Et je pense que la presse a un peu infantilisé son analyse en pensant que, ma foi, un article suffirait à ce que Jeune Afrique rompt avec le Cameroun. Je ne crois pas. Je pense que c'est une lecture un peu trop précipitée, comme d'habitude. Merci à vous pour cette analyse. Et nous disons bonjour, Dr Léopold Kouenjo, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez beaucoup aux droits d'auteur, mais avec vous, j'aimerais revenir sur cette une du journal Le Messager cette semaine qui affirme que le Cameroun ne sera pas émergent en 2035. Vous le pensez aussi? Je ne pense pas que l'émergence du Cameroun doive passer simplement par le droit d'auteur. Ou bien par les difficultés, n'est-ce pas, que la presse, dans sa une, a pu mettre en exergue. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre, n'est-ce pas, que l'émergence se fasse en 2035. C'est vrai que lorsqu'on parle d'émergence, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'à l'heure actuelle, les dispositions qui sont prises par l'État du Cameroun, à quelque hauteur que ce soit, peuvent permettre effectivement qu'à l'horizon 2035, n'est-ce pas, qu'on parle d'émergence. Il y a certes des difficultés, mais on ne peut pas tout de suite la présager qu'à l'horizon 2035,
il n'y aura véritablement pas d'émergence. C'est un peu trop tôt, vous pensez? Est-ce qu'il n'y a tout de même pas des signaux lorsqu'on regarde l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect politique aussi? Est-ce que tous ces signaux, tout ce qui se passe autour de nous ne donne quand même pas de se demander si émergence il y aura en 2035 effectivement? Ça donne à penser parce que lorsqu'on s'est positionné pour pouvoir réaliser un édifice, à un moment donné, il faut faire une sorte d'évaluation, se poser la question, est-ce qu'à terme, on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé? C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a certes des difficultés qu'on note ça et là, mais je ne pense pas qu'un individu puisse dire, avec raison, qu'à l'horizon 2035, il n'y aura pas d'émergence. On peut se poser juste la question de savoir si on va vraiment l'atteindre, mais non pas affirmer qu'à l'horizon 2035, au regard, n'est-ce pas, de ce qui se passe, il n'y aura pas d'émergence. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et nous disons bonjour à Ndjou Boulet, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes artiste musicien, nous vous recevons sur ce plateau. Vous avez certainement appris qu'il y a des jeunes, des élèves qui ont été présentés à la presse du côté de Bafoussam, 26 au total, 13 garçons, 13 filles, des enfants qui se livraient à des scènes plutôt obscènes, qui tournaient des films pornographiques dans un lycée. Alors, qu'est-ce que cela peut représenter pour vous? C'est un scandale. Ça représente tout simplement un scandale parce que le milieu éducatif est un milieu où les élèves doivent être suffisamment encadrés. Et c'est aussi les conséquences d'un monde ouvert, d'un village planétaire où les gens regardent en permanence l'internet, et puis bon, parfois quand les parents sont déjà au lit, les enfants regardent des films porno, ils ont l'impression que tout cela c'est une bonne chose et qu'ils peuvent à leur tour essayer de jouer ce genre de rôle. Moi, j'attire juste l'attention des parents, mais aussi des encadreurs, des enseignants. Et c'est pas un exemple à suivre parce que dans un lycée, c'est quand même un lieu où l'enfant doit avoir non seulement les devoirs civiques, mais aussi une formation suffisamment morale. Je n'en dis pas plus. Très bien. Merci à vous d'être là et nous disons bonjour à Marion Obamael. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste, un peu en retraite tout de même, mais toujours membre du syndicat national des journalistes du Cameroun. Beaucoup d'activités autour de la liberté de la presse. Devrait-on attendre simplement le 3 mai pour espérer voir tout ce que l'on observe ces derniers temps entre rencontres de football, séminaires ici, débats par là? Faut-il attendre ce moment? Non, il ne faut pas uniquement attendre le 3 mai. C'est vrai que c'est la journée qui est officielle pour célébrer la liberté internationale de la liberté de la presse, mais ce n'est pas le seul jour que nous devons attendre. C'est pour cela d'ailleurs que syndicats et associations de journalistes essaient de travailler tout au long de l'année pour que, en termes d'abord de formation, parce qu'on a un réel souci de formation, mais également aussi en termes d'éducation et de mobilisation. Parce qu'il faut faut être une force représentative pour pouvoir négocier, pour pouvoir influencer, pour pouvoir obtenir des changements réels et palpables dans la société. Donc, à cet effet, depuis presque 3 ans, le syndicat national des journalistes du Cameroun travaille à la mobilisation et aujourd'hui, on a eu un succès retentissant dans toutes les 10 régions du Cameroun avec la mobilisation des camarades du syndicat, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et à Douala, tout à l'heure, on était à la place du gouvernement. Donc, nous travaillons, effectivement, c'est un travail énorme, de longue haleine. Les institutions ne sont pas suffisamment ouvertes et favorables à ce que cela se passe, mais on travaille, on essaie d'avancer et on travaille pour que le journaliste puisse avoir un meilleur positionnement dans la société, que ce soit un positionnement sur la responsabilité qui est la sienne, parce qu'il ne faut pas écrire tout, dire tout et raconter tout. On a une responsabilité qui est très importante, mais également aussi être cet éveil-là qui attire l'attention aussi bien du gouvernement que de la population, que nous avons le devoir d'informer au quotidien. Très bien. On en reparlera tout à l'heure avant la fin de cette émission, certainement au cours de cette édition de Droit de réponse, mais je vous propose de commencer cette émission en évoquant la question du droit d'auteur. Ces dernières semaines, donc, la presse s'y est beaucoup intéressée. Suzanne Klalobe, est-ce qu'elle peut nous permettre de comprendre ce que c'est le droit d'auteur? Parce que c'est
C'est une véritable, comment on appelle, c'est un véritable cafouillage. Et le cafouillage vient de ceci qu'on traite en général l'information à partir des positions des acteurs. Or, on sait que chaque acteur a sa filiation, son point de vue, son interprétation. Et la presse a tout fait d'embrasser les différents camps. Du coup, qu'est-ce que le droit d'auteur? Eh bien, jusqu'à maintenant, très peu de gens savent ce que c'est. Deuxièmement, est-ce que ce droit d'auteur a une traçabilité qui permettrait aux artistes de dire « voilà ce que je pèse ». Troisièmement, est-ce que le Cameroun a des infrastructures pour avoir le contrôle de ce droit d'auteur? Bref, c'est autant de questions qui ne sont pas traitées par la presse, parce que la presse est loin de cette réalité-là. Et elle se rapproche plutôt, bon, je dirais des contingences ou des contradictions entre acteurs, donne la parole à Jean Boulet, à Beko Sadé, à ceci, cela. Non pas que ça soit mauvais, mais ça ne permet pas d'avoir, je dirais, la profondeur du problème du droit d'auteur. Donc il y a un gros travail à faire. Moi, quand je lis ce que la presse écrit et quand je vois l'État, je suis extrêmement, pas choquée, mais je me dis, bon, finalement, on n'a rien fait. Tout le travail qu'on a fait depuis 25 ans dans ce pays pour tenter de donner une qualité à l'information, même à la culture, et qu'on en soit là. Je vois Jean Boulet qui est encore assis là, qui va dire, je sais ce qu'il va dire pratiquement. Un quart de siècle après, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème, c'est-à-dire, nous, les acteurs qui étions là, qu'est-ce que nous avons transmis? Qu'est-ce que nous avons donné? Qu'est-ce que nous avons outillé les plus jeunes, les nouvelles générations, aussi bien les journalistes que les artistes? Parce que c'est toute une génération qui est là actuellement, qui est vraiment cafouilleuse. Je pense que je ne me démentira pas, que ce soit la qualité des artistes, c'est-à-dire qui est artiste. Manim Bela est artiste, par exemple, ou d'autres artistes qui se lèvent un beau jour, ils balancent un CD sur le marché. Et ils sont artistes au même rang que Jean Boulet, au même rang que Beko Sadé, au même rang que Kares Fotso, et ils parlent ensemble. Dans notre métier, c'est la même chose. L'accessibilité est tellement ouverte que, bon, du jour au lendemain, j'étais petite animatrice à la radio. Brusquement, je deviens une grande journaliste qui n'a même pas les outils nécessaires du métier pour décortiquer. Résultat, voilà ce qu'on voit. Alors, le point que je sais, la presse n'a peut-être pas donné à comprendre ce qui tourne réellement autour du droit d'auteur. N'est-ce pas parce que les rivalités, tout à l'heure Suzanne l'indiquait, les rivalités, les batailles qu'il y a autour du droit d'auteur, qui ne sont peut-être pas compris également par les artistes musiciens, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir comme ça? Bon, je pense que le problème est plus profond. Et il y a une disposition biblique qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est dans le livre d'Osée. En fait, ce qui se passe, c'est que les journalistes, très généralement, lorsqu'ils veulent parler d'un sujet, ils ne vont pas au fond. Ils n'interrogent pas les bonnes personnes pour avoir la bonne information. Parce que je pense que dans le domaine du droit d'auteur, il y a un texte fondateur, la loi 2000, il y a d'autres textes. Lorsque quelqu'un veut s'interroger sur le droit d'auteur, la première chose qu'il devrait faire, c'est de lire le texte et se rapprocher des personnes qui peuvent lui expliquer le sens à donner à un texte. Parce que le journaliste, la formation que je sais du journaliste, lui permet d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, de discuter des sujets qui intéressent la société. Maintenant, lorsqu'il sort, il va dans un domaine précis, il devrait se rapprocher des personnes qui, dans ce domaine-là, ont une idée pointue des questions qui se posent. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'échanger avec des journalistes pour leur donner la quintessence de ce que la mission de recouvrement auprès des grandes entreprises faisait comme travail. Mais ce que j'ai eu comme rendu dans la presse, écrit ou même lors d'un journal, m'a laissé sans voix. Parce que ça n'avait rien à voir avec... Et ça, je le parle sous le contrôle de Joe, parce qu'à l'époque, on était ensemble à la CMC. Donc je dis en réalité, il y a beaucoup de problèmes. Au niveau du droit d'auteur, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les artistes ont la possibilité de créer leur société. Mais seulement les artistes ne sont pas outillés pour le faire. Ils ne savent pas quelle est même seulement la valeur de ce qu'ils créent. Ils sont très nombreux. Suzanne l'a dit tout à l'heure. Ils sont nombreux qui disent qu'ils sont artistes, mais ils ne le sont pas du tout. Ils sont même nombreux qui claironnent dans les radios et télé, alors qu'ils ne sont même pas membres des organismes. À plusieurs reprises, j'ai rappelé certains à l'autre, lors des assemblées générales. Je dis, vous n'avez même pas le droit de discuter à haute intelligible, parce que lorsqu'on regarde le listing des membres de la société, votre nom n'y figure pas, que ce soit votre nom de par la naissance ou bien votre nom d'artiste. On ne voit donc pas pour quelles raisons vous devez normalement venir discuter. Les artistes ne sont pas formés, ils ne sont même pas informés. Et la question fondamentale, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont même disposés véritablement à comprendre comment ça se passe dans le domaine? À plusieurs reprises, Joe et moi avons, n'est-ce pas, organisé des réunions à la CMC à l'époque pour informer sur la nécessité, n'est-ce pas, de savoir. Quand on parle de rémunération pour copie privée, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle de tel type de redevance, il s'agit de quoi? Les artistes ne sont pas venus. Pas une fois, pas une fois, pas deux fois. À plusieurs reprises, ils ne sont pas venus. Et ceux qui viennent vont vous demander, la prochaine fois qu'on viendra, est-ce qu'il y aura des perdièmes? Est-ce que nous allons avoir à manger? Est-ce que nous allons avoir à boire?
Et à titre d'anecdote, une fois le président Sambéné a posé la question de savoir pourquoi n'allez-vous pas créer des œuvres et faire des concerts pour avoir de l'argent. Ça, c'était en 2007, lorsque des artistes se sont interposés pour demander qu'on fasse la répartition de décembre 2007. Ils disaient que non, à quand allons-nous envoyer nos femmes au marché? C'est pour dire qu'en réalité, l'artiste crée beaucoup, mais ne sait pas quelle est la valeur qu'il doit normalement donner à la création qu'il fait. Maintenant, par rapport à l'organisation de la profession de l'artiste, même là encore, il y a un problème. C'est vrai que la loi, lorsqu'on lit les articles 75 à 79 de la loi 2000, on nous dit qu'on peut créer un organisme de gestion collective. Mais seulement ce qui se passe, c'est que les artistes ne savent pas toujours comment ça se passe. La bataille qu'on a depuis la Socinada, on avait une seule société où tout le monde pouvait faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc quand on estimait que non, les musiciens étaient plus nombreux, il fallait que ce soit scindé. On s'est retrouvé avec la Socadrome d'un côté, avec la Socim de l'autre. Après, on a fini par fusionner, parce qu'on avait un côté avec Motamoigna, qui voulait créer la Socadrome. On avait la Socim avec Grâce Deka. Pour finir, on a créé une société, mais on se retrouve avec 4 corporations. Même là, il y a toujours problème, parce que la régulation ne se fait pas. Les hommes qui gèrent le droit d'auteur au Cameroun n'ont pas le bagou nécessaire, ils n'ont pas la niaque nécessaire pour pouvoir gérer le droit d'auteur. Et lorsque l'État intervient maintenant, si l'intervention n'est pas mesurée, dans tous les cas, on va arriver à des travers. Pourquoi? Parce que les artistes vont estimer que l'incursion que l'État fait dans la gestion collective n'est pas bonne. L'État va estimer qu'il y a peut-être une sorte de cacophonie au niveau de la gestion du droit d'auteur et à ce moment-là, justifier son intervention. Au finish, on va se retrouver dans des situations où chacun dans son camp estime que l'autre n'aurait pas dû faire des incursions. Alors, mais aux grandes dames des artistes, parce qu'aujourd'hui, celui qui souffre le plus, n'est-ce pas, de la situation que nous vivons, c'est l'artiste. Alors, Marion Obama, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même se demander donc si les artistes eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qu'est le droit d'auteur, la presse, est-ce qu'elle ne se risque pas sur ce chemin-là en donnant très souvent la parole à ceux qui finalement sont ignorants de leur propre cause? Non, moi je voudrais rectifier quelque chose ici, parce qu'on a beau jeu de dire que les journalistes ne font pas ci, les journalistes ne font pas ça, mais je voudrais également rappeler que les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Hein. La question du droit d'auteur ne date pas de la décision d'Amatoutou d'il y a quelques jours. Depuis des années, comme le rappelait Suzanne, ça fait 25 ans qu'on écrit sur les droits d'auteur. C'est pas à chaque jour qu'on va faire un dossier, c'est pas à chaque jour qu'on va ouvrir ces colonnes sur 15 ou 15 pages encore pour ceux qui en ont même 16 ou 14 pages pour rappeler l'histoire ou l'historique des droits d'auteur. Donc, et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 6 quotidiens et les quotidiens ont plusieurs informations à donner par jour. Ce n'est pas uniquement la question du droit d'auteur. Donc, le procès qui est fait ici aux journalistes qui ne font pas assez, qui le font mal et tout, il peut y avoir quelques points sur lesquels ça peut être vrai, mais je ne veux pas que ce soit une histoire qui est généralisée, parce que le droit d'auteur n'est pas la seule information sur laquelle on doit pouvoir s'arrêter. Maintenant, sur la question de la qualité de la source qu'on interroge lorsqu'on a un problème, il faut avouer que les sources ne sont pas toujours accessibles. Hein. Les sources ne sont pas toujours accessibles. Il y a des représentants qu'on essaie toujours de joindre par rapport à une situation donnée qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas là, qui ont besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir parler et qui peut-être n'ont pas la compétence ou la qualité, mais nous avons besoin de traiter une information. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit souvent le moindre mal. C'est-à-dire que si la personne a la qualité ou la compétence, ou peut être justifiée par rapport à l'angle de traitement qu'on doit faire, on la saisit, sans évidemment oublier qu'il y a la question de l'équilibre dans le traitement de l'information. Sans oublier et c'est dommage que l'information qui est importante sur la base de la formation soit négligée par les artistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ces élèves, ils sont des artistes, mais qui est artiste? Qui a la qualité de parler en tant qu'artiste? Et lorsqu'on parle de la question des droits d'auteur, qui aujourd'hui a la qualité et la compétence de parler du droit d'auteur au Cameroun? Tous les artistes en parlent. Toutes les sociétés vont revendiquer le droit de parler parce qu'ils ont l'agrément, parce qu'ils ont tel papier, parce qu'ils ont été créés. Ça devient vraiment un cafouillage où il est difficile d'attribuer la responsabilité soit aux journalistes ou soit aux acteurs du monde de la culture qui est la musique. Et le régulateur, au milieu de tout ça, a un rôle assez trouble
Parce que toutes les décisions qui ont été prises ici, on est surpris encore aujourd'hui qu'elles ne le soient pas appliquées et que le ministre de la Culture soit toujours en poste et continue à diriger ses affaires comme si de rien n'était. Donc on se pose la question si vraiment l'État a un souci réel de régler définitivement cette question du droit d'auteur au Cameroun. Alors, John Boulet, comment il est donc possible d'expliquer pourquoi la gestion du droit d'auteur n'arrive pas à être canalisée? Est-ce du simple fait des artistes qui ne sont pas beaucoup formés pour la question, qui n'en savent pas beaucoup grand-chose, ou alors de la multiplicité, ou même des problèmes qu'il y a toujours eu autour des sociétés de gestion collective? Merci Sandrine. Je reviendrai un tout peu sur ce que disait Suzanne Kalalobe, qui est une journaliste qui est beaucoup plus impliquée dans les choses qui se passent dans le milieu culturel depuis de longues années. Et je dirais que elle a dit ce qu'il fallait. Parce que si jamais, si je reviens un peu à ma personne, qu'elle dit qu'elle me voit sur ce terrain depuis plus de 25 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution de la part de ceux qui devaient recevoir de moi un certain nombre de choses. Parce que si moi je sais ce qu'est le droit d'auteur, mon devoir c'est de transmettre à mes collègues qui sont... Parce qu'il faut reconnaître que sur le terrain, on est des artistes, on est des créateurs des œuvres de l'esprit, mais nous n'avons pas tous la connaissance de cette substance qui est très très délicate et qui est particulière, ce qu'est le droit de propriété intellectuelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même si vous allez dans les pays occidentaux, vous trouverez qu'il y a beaucoup de grands chanteurs, de grands musiciens qui ne maîtrisent pas cette chose. Mais ils se laissent guider par des gens qui ont pris le soin de s'y appliquer et leur donner le transmettre le savoir tout en ayant confiance à ce que ceux-là feront pour eux. Tel n'est pas le cas au Cameroun. Nous avons un problème, ce n'est pas seulement dans le domaine de la culture ou bien le domaine de la musique. On a l'impression de savoir tout en même temps. C'est pas vrai. Maître Kem, je le disais tout à l'heure, c'est une connaissance particulière, le droit de propriété intellectuelle. Mais ici, on entend, à peine on a commencé à chanter, qu'on est spécialiste en droit d'auteur. À peine qu'on a même le b.a.-ba de la chanson, même les premiers accords qu'on peut avoir dans la musique, on est déjà un grand musicien, un grand artiste. Et ça crée des problèmes. Tout ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que le droit d'auteur, c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose de très compliqué aussi. Quand on est créateur du nouvel esprit, on ne peut pas prétendre le droit d'auteur si on n'a pas les œuvres qui sont exploitées. C'est tout. Bien sûr. Mais j'entends beaucoup d'artistes, Suzanne le disait tout à l'heure, qui revendiquent des droits qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont même pas créé. Il y a beaucoup qui ne créent pas. Donc moi je pense qu'il faut accepter de connaître, de comprendre. Il ne faut pas prendre le train en marche comme ça et puis rester aveugle. Revenons sur ce que les journalistes écrivent. Moi je crois que dans le milieu des journalistes, il y a des spécialistes. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être appris cela, mais avec le temps, avec le temps d'interroger, de comprendre, de s'immiscer dans les affaires pour savoir de quoi il s'agit, ils maîtrisent. Mais ce que je regrette, c'est que il y a trop de sensationnel dans ce que les gens écrivent. Parce que quand je vois ce que la presse a pu écrire la semaine dernière par rapport à des termes qui ne sont pas du tout acceptables, en disant que le Premier ministre et la ministre de la Culture défient le Premier ministre, qu'est-ce qu'ils en savent? Ce n'est pas le cas pour vous, John Boulet? Ce n'est pas le cas pour moi et je dois peut-être tout à l'heure l'occasion de vous expliquer de quoi il s'agit en profondeur. Alors, justement, avec vous, tout à l'heure, vous expliquez que les jeunes ne reçoivent pas ce que vous connaissez, vous n'arrivez peut-être pas, ou bien ils n'arrivent pas à recevoir, la transmission est peut-être un peu difficile, la relève aussi, mais n'est-ce pas parce que les vieux, on va le dire comme ça, continuent d'essayer de s'accaparer de tout ce qu'il y a autour du droit d'auteur? On le sait entre la CMC, la SOCAM et tout. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes, finalement, qui tournent autour? Non, pas du tout, Sandrine. Je donne juste un maître le disait tout à l'heure. Moi, j'ai été consultant à la CMC. Je n'ai pas été conseiller d'administration de la CMC. Ça veut dire que, pour moi, je pouvais relever le débat. C'est-à-dire que je pouvais aller dans la pédagogie et dans la formation. Parce qu'étant consultant, c'est pour former ceux qui n'en savent pas. Mais très peu. On a tenté, on a fait des colloques, des réunions. Très peu d'artistes s'y intéressent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais on ne peut pas avoir l'argent si on n'en a pas produit.
C'est ça le problème. En fait, il y a beaucoup de manipulations dans le milieu. Et ceux qui se présentent toujours comme des leaders ont tendance à manipuler. Ce qu'on doit dire aux artistes, il ne faut pas leur fermer les yeux. Il faut leur dire qu'il faut aller faire votre travail d'artiste. Créer les œuvres. Faites-les diffuser. Parce que si vous créez des œuvres, vous les gardez dans votre tiroir, ça ne vous rapportera rien. Suzanne Kalalobé. Oui, je voudrais revenir sur l'argumentaire de Marion à propos de la responsabilité du journaliste. Parce qu'elle dit, dans notre métier, il n'y a pas qu'une seule actualité, il y en a plusieurs, il faut qu'on les traite. Mais je suis d'accord avec elle. Mais en même temps, si on dit que les journalistes ont la responsabilité d'éduquer, il leur revient de sortir un problème de son marasme, de son cafouillage, et donc de mettre en perspective. Et dans le cas d'espèce, c'est vrai, les journalistes n'ont pas voulu mettre en perspective. Il ne s'agissait pas de reprendre la définition de ce qu'est un droit d'auteur, de reprendre toute l'histoire, mais de dire dans quel contexte le débat aujourd'hui se pose concernant le droit d'auteur, de questionner ce qui aurait dû être appliqué même de façon prioritaire pour justement permettre au lecteur d'évaluer la pertinence de la position des uns ou des autres. Or, le lecteur n'a que ce que l'acteur lui-même dit, sans la mise en perspective. Et cette responsabilité, c'est celle du journaliste, hiérarchisé, synthétisé, en quelque sorte relocalisé et contextualisé. Le deuxième argument, quand elle dit « oui, mais la qualité des sources ne nous est pas accessible », c'est souvent ce que nous disons. Mais dans notre métier aussi, on constitue nous-mêmes nos propres réseaux. Si Sandrine Yamga se lève et appelle des gens pendant 15 ans, 10 ans, elle a constitué son réseau. C'est-à-dire elle a des acteurs sur lesquels elle peut s'appuyer et elle est capable d'identifier la compétence et la pertinence de ces acteurs. Depuis un quart de siècle, je prends le Messager. Comment il s'appelle? Soulé. Soulé est avec nous depuis 25 ans. Soulé ne pourra jamais dire qu'il ne peut pas avoir accès aux bonnes sources parce qu'il connaît pratiquement tous les acteurs, il connaît leurs valeurs, il connaît leurs compétences. Maintenant, j'en viens à la question de la transmission. La nouvelle expression mutation ne bénéficie malheureusement plus des anciens journalistes qui avaient le réseau. Alors, quelle est la responsabilité maintenant de ces journaux-là? C'est que, bien sûr, aucun individu n'est indispensable. Mais comment nos journaux capitalisent les expériences des gens qui sont passés là-bas pour les nouvelles générations? Comment est-ce que ces journaux gardent en mémoire, en archive, tout ça? Et comment ils font pour que justement la transmission se fasse si moi je suis incapable de partager? Je vais finir, Sandrine, sur le problème du droit d'auteur en disant que je pense que le problème est complexe. Et il est complexe parce que, je répète, nous n'avons pas d'infrastructure de traçabilité. Je suis d'accord avec Jo quand il dit il ne faut pas que l'artiste garde son truc dans l'armoire. Mais est-ce que la chaîne Equinox, est-ce que la chaîne LTM, est-ce que Canal 2 ont comment vous appelez ça, une régie d'antenne où on indique chaque fois, à chaque moment, le morceau qui passe? Aucune de ces télévisions et radios privées n'a ça. Aucune. Alors, donc, et la CRTV, elle, fait simplement un forfait. Donc aujourd'hui, il y a non seulement la question de la traçabilité, mais il y a aussi ce que j'appelle les fossoyeurs du droit d'auteur, que sont les médias audiovisuels, parce qu'ils n'ont pas organisé des régies. Et au contraire, ces médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils flattent les artistes en créant des, je ne sais pas comment vous appelez ça, les trucs comme MCN, là, où on fait passer les clips, et l'artiste pense que c'est ça. Alors qu'on joue son morceau, 4 secondes de morceau sur le générique, les jingles, etc. Imaginez qu'on ait des moyens avec la numérisation sophistiquée, eh bien on saura qui vaut quoi et combien pèse chaque artiste. Alors si peut-être les régies ont disparu des chaînes elles n'ont jamais existé. Elles ont quelquefois existé, me semble. Bien au départ, il y avait au moins des fiches qui étaient distribuées dans les médias, il fallait bien les remplir, je sais bien de quoi je parle. Si, à l'époque, avec Sam Bendé, ils ont existé pendant un moment. Vous n'avez pas, mais d'autres ont eu. Il y a des médias qui ont eu à remplir ces fiches. Alors, si toutes ces fiches ont peut-être disparu, docteur Le Pencogne, est-ce que ce n'est pas du fait, est-ce que ce n'est pas du fait des artistes qui ont finalement créé la cacophonie, le cafouillage, autour même de la question du droit d'auteur? Qu'est-ce que vous comprenez, ou bien que peut-on penser de la nouvelle société qui vient juste d'être mise sur pied? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste faire une précision. C'est que si les fiches ont existé à un moment donné, elles étaient tatillonnes. Parce que si Mme Kalalobé dit qu'elle n'a pas vu, elle n'a jamais rempli de fiches, alors qu'elle aurait dû remplir, ça veut dire qu'en réalité, le suivi n'a pas été bien fait. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y a eu un suivi
pour ce qui concerne peut-être la CRTV à un moment donné. Dans les autres radios et télé, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Et il me souvient que j'ai eu maille à partir avec Eric Fotso, parce qu'on demandait à Canal 2 de payer la redevance du droit d'auteur et on leur faisait savoir que il n'y a pas de régisseur d'antenne, on n'avait aucune lisibilité par rapport à toutes les œuvres qui sont exploitées. Surtout que de l'autre côté, il y avait un autre problème qui se posait, c'est que lorsque un artiste demandait qu'on fasse la mise à l'antenne, on lui demandait de payer 250 000, mais de l'autre côté, on se rendait compte que lorsqu'il faut jouer au cours d'une émission, il faut jouer une musique de la Côte d'Ivoire ou bien peut-être du Ghana, on le faisait sans qu'il y ait quelque chose à payer. Quand c'est l'artiste camerounais qui vient demander qu'on fasse de la publicité, on lui demande de payer. Mais le résultat des coûts, c'est qu'à la fin, on n'avait rien. Donc je dis, en fait, ils ont dit, c'était sur Challenge Vacances, ils ont dit qu'ils ne payent pas la redevance du droit d'auteur. Lorsque le problème de la régie d'antenne s'est posé... Pour revenir à la question, est-ce que ce n'est pas du fait de ces sociétés de gestion collective de droits d'auteur qui n'arrivent déjà pas à se comprendre là-dessus? Tout à l'heure, on évoquait une nouvelle société de gestion. Comment vous comprenez cela? Il y en a quand même eu. Vous avez évoqué tout à l'heure la CMC, SOCAM, Sociladrome, Socim. C'est pas le problème pour ma part, c'est pas le nombre de sociétés ou bien le fait qu'il y ait des sociétés. Suzanne l'a dit. Le problème, c'est la traçabilité, parce qu'il y a ce qu'on appelle une transmission universelle. Lorsque mon père décède, par exemple, je reçois ce qu'il avait en termes de dette, en termes de droit de créance. En réalité, si on créait une société aujourd'hui et qui reprenait tout ce que la CMC avait, qui a été passé à la SOCAM, et par la suite de la SOCAM à la nouvelle société, il n'y aurait pas véritablement de problème, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le même répertoire. Parce que Joe Boulay, son répertoire ne va pas changer, parce qu'il est passé de la CMC à la SOCAM et de la SOCAM à Sosinamu. Le problème, ce n'est pas la société. La question, c'est de savoir, est-ce que les personnes qui aujourd'hui vont présider à la destinée de cette structure-là ont les informations, ont les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer. Parce que c'est un problème managérial qui grève, qui plombe, n'est-ce pas, le droit d'auteur depuis la nuit des temps. On a vu ce qui s'est passé avec la Socinada. On sait quels sont les griefs à tort ou à raison que les gars ont formulés. On sait quelles sont les tentatives de solutions qu'on a apportées, mais rien n'y a fait. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte. Les textes, c'est les mêmes textes qu'on applique depuis 2000. De 2000 à aujourd'hui, ça fait 15 ans. C'est les mêmes textes qu'on a appliqués à la SOCAM. C'est les mêmes textes qu'on a eu à appliquer à la CMC. C'est les mêmes textes qu'on va appliquer à la nouvelle société. Donc, alors, qui fait donc problème, John Boulet? Est-ce que ce sont les artistes qui n'arrivent pas à s'accorder? Est-ce que c'est la tutelle? Tout à l'heure, on évoquait le rôle qu'aurait joué, par exemple, le ministre de la Culture dans toute la gestion des droits d'auteur. Non, il y a trop de confusion dans tout cela. Ce n'est pas les artistes qui gèrent les sociétés de droits d'auteur. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas les artistes qui gèrent. Les artistes en sont propriétaires, mais la gestion est confiée à des spécialistes, des managers. Il s'agit d'une société. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à présent, il s'agit d'une société. Il ne s'agit pas d'association, il ne s'agit pas de parti politique. Il s'agit rien que d'une société. Donc, l'artiste donne à la société le pouvoir de gérer à son nom ses droits, parce qu'il peut pouvoir prélever à travers tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit individuellement. Mais comme ce serait difficile de le faire individuellement, on confie à une société de gestion collective. Le problème qui se pose, et ce que je voulais vous dire, c'est que les sociétés de radiodiffusion ou de télévision privées ne payent même pas encore les droits d'auteur. Et les artistes qui sont diffusés dans ces radios ont l'impression qu'on ne leur paie pas leurs droits à tort. Alors, mais on ne peut pas payer les droits à tort. Qu'il n'y a pas de traçabilité dans la traçabilité, c'est que la société de gestion collective doit être une société qui est bien constituée avec un personnel compétent. Les artistes ont juste un droit de regard et un droit de définition des orientations. C'est ce que la SOCACIM va faire. Et c'est ce que la plupart des sociétés ont pu faire, mais à l'exception de certaines carences qui ont provoqué des problèmes de conflit d'individus. Parce qu'en fait, si on dissout la Socinada, c'était pourquoi? La Socinada fonctionnait très bien. Il y avait un problème peut-être de gestionnaire, mais ce problème pouvait être résolu en trouvant des bons gestionnaires. Et c'est ce qui va arriver si nous ne pensons pas que notre place, nous les artistes, c'est de donner des grandes orientations. Alors vous qui êtes à la tête, vous faites partie du conseil d'administration de la SOCACIM qui vient à peine de naître. Oui. Est-ce que n'est-ce sur les cendres de la SOCAM
ou de la CMC? Est-ce que vous pensez que tous les problèmes qui sont liés à la CMC, on se rappelle de ce conflit à la Cour suprême et tout cela, la SOCAM, avec son président du conseil d'administration qui a été quelque peu débarqué, finalement, la SOCACIM est arrivée, mais avec quelle marge de manœuvre? La SOCACIM est arrivée pour résoudre un problème de crise. Une crise qui existait dans le droit d'auteur. Tout confondu, hein, les problèmes à la Cour suprême, les problèmes de la SOCAM, on était dans l'impasse. Il fallait faire quelque chose. Et Maître ne me démentira pas que dans un pays de droit qui a une loi sur le droit d'auteur avec un décret d'application, il est impensable qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas de société de gestion collective de droits de musique. À l'heure actuelle, on ne peut pas aller déposer les œuvres quelque part pour que ces œuvres soient protégées. On ne peut pas percevoir le droit d'auteur de la diffusion des œuvres au jour d'aujourd'hui. Même si la CRTV, qui est le principal payeur, paye, l'argent est logé dans un compte d'affectation qui attend qu'il existe une société de gestion collective de musique pour que les auteurs puissent percevoir. Alors c'est pour ça que je me demande pourquoi, au moment où les artistes eux-mêmes prennent l'initiative, parce que ce qu'on leur reprochait, on leur demande, mais créez votre société, prenez vos responsabilités en main. Quand les artistes prennent cette responsabilité, pourquoi doit-on crier? Quel que soit l'endroit où on va créer cette société, je vous dis d'ailleurs qu'il y a eu jurisprudence lorsqu'on a créé la CMC. Si les gens se rappellent que la CMC a été créée sans l'Assemblée générale, c'était à l'initiative du ministre d'État, le Paul Yono, où Manuel Bangou est devenu PCA du conseil d'administration sans qu'il y ait une assemblée générale. Au jour d'aujourd'hui, si les artistes eux-mêmes décident de créer la SOCACIM, pourquoi doit-on? Moi, je pense que tout ce qui a été comme acquis, aussi bien à la SOCINADA qu'à la CMC, qu'à la SOCAM, doit être porté à la nouvelle société. Et je vous dis que l'artiste, l'auteur, parce qu'il y a trop de confusion dans les dénominations et tout ça. L'auteur, ses œuvres représentent le capital de l'auteur au sein d'une société. Mario Obama, décidément, la question des sociétés de gestion collective intéresse. Comment il est possible d'analyser, on a appelé tout à l'heure un tir groupé de la presse contre ce qui s'est passé cette semaine du côté de Bangui, non loin de Bamenda, où la presse s'est interrogée sur cette nouvelle société de gestion. Alors, est-ce qu'elle n'avait pas à le faire? Tout à l'heure, John Boulet estimait que la presse a été trop dure, en estimant que le ministre Amatou Toumouna a défié le Premier ministre. Mais est-ce que le contexte dans lequel la SOCACIM arrive ne prête pas quand même à s'interroger? Moi, je suis d'abord un peu étonné de voir je peux dire la joie avec laquelle John Boulet parle de cette nouvelle société. C'est comme si elle va être la panacée de tous les maux. Mais nous ne pouvons pas, enfin, je ne peux pas déjà juger sans quel de travail, mais sa joie m'étonne quelque peu. Est-ce que c'est parce qu'il fait partie, il a pu avoir une place dans cette société, ou parce qu'il a son contrat de consultant a été reconduit, je ne sais pas, mais ça m'inquiète un peu cette joie du jour au lendemain. C'est pour dire que, revenant à notre responsabilité, on a le droit de relayer toute information. Maintenant, il y a un environnement qui arrive, qui entoure cette naissance-là, et qu'il faut bien pouvoir indiquer, qu'il faut bien pouvoir dire. Et d'où je peux comprendre la lecture du tir groupé de la presse, c'est que on a l'impression qu'on va revivre des scènes de films qu'on a déjà eu à voir, parce que là, on n'a aucune garantie, même dans la structuration, même dans le process, même dans le procédé de la création de cette nouvelle structure, qui a eu beaucoup de différences avec ce qui s'est passé avant. Et quand on parle de défis, ça peut être compris de différentes façons. Quand on dit le ministre de la Culture défie le PM, est-ce que le PM n'avait pas donné d'indications précises sur le dossier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas d'orientation gouvernementale qui demandait que la société, la SOCAM actuelle, puisse encore travailler? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas que les mots soient, que l'on s'arrête uniquement sur les titres, sur les mots. Parce que je ne suis pas sûr
que tous ceux qui sont ici ont lu tout ce qui a été écrit dans la presse, qui ne se sont pas uniquement arrêtés sur les titres en disant que le ministre défie le gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est un mot pour lequel on n'est pas d'accord. Mais il faut pouvoir entrer dans ce qui a été traité dans ces titres-là, dans tous ces journaux-là. Et je ne suis pas sûre que la vérité ne s'y trouve pas. Suzanne Kalalobe, la SOCACIM qui arrive aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger le ministre, ou bien plutôt le secrétaire général auprès des services du Premier ministère, a mis sur pied il y a quelques jours seulement un comité ad hoc avec des artistes musiciens aussi qui doivent travailler à pouvoir sortir la gestion collective des droits d'auteur dans une sorte d'impasse, dans une sorte de crise. Une quinzaine de jours a été donnée. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux, peut-être pour ces artistes, d'attendre le rendu de cette commission afin de se jeter dans la création d'une nouvelle société? Enfin, je crois qu'il y a une confusion. Moi, ce que j'ai entendu dire du processus de constitution de la SOCACIM, c'est ça? C'est qu'il y a d'abord une assemblée générale qui a réuni tous les artistes intéressés pour la restructuration, y compris ceux qui avaient été mis de côté à CMC, SOCAM, même les membres du comité de normalisation de Amatutu. Parce qu'il me semble que... Sauf qu'il y a d'autres artistes. Attendez, il me semble que Sam Fantomas, il me semble que Sam Fantomas, qui était dans le comité de normalisation, est dans le groupe. Donc aujourd'hui, la SOCACIM, à mon sens, rassemble tous les acteurs de la musique, de l'industrie culturelle de la musique, donc comprenant les artistes, les producteurs, qui comptent dans la structuration du milieu. Je pense que, même si Marion peut être sceptique, que si tout ce monde, à l'âge qu'ils ont, accepte de s'asseoir encore ensemble, parce qu'à un certain âge, qu'est-ce qu'on a à faire? Jean Boulet, il a quoi, 60 ans? Qu'est-ce qu'il a à faire à aller s'asseoir encore? Il a d'autres choses à faire. Donc si des gens, Beko Sadé et tout ça, se sacrifient à nouveau, c'est que pour eux, c'est la meilleure des pistes à faire, à suivre, pour sauver en quelque sorte le milieu. Il y a une de mes collègues qui disait que les conditions sociales aujourd'hui sont réunies pour produire la médiocrité. Alors on peut choisir d'être fataliste face à cette production de la médiocrité, ou on peut choisir, comme vous avez choisi, de combattre. Et moi je vois la SOCACIM comme une nouvelle arme de combat. Et maintenant, c'est vrai que les journalistes peuvent rester critiques, peuvent toujours ergoter, mais on a vu deux artistes, mais ils peuvent aussi prendre position. Parce qu'il me semble que la société camerounaise au XXIe siècle a besoin d'une attitude plus constructive de sa presse. Pas béni oui, mais qui s'appuie maintenant sur des succès. Pas simplement de dire les trains qui arrivent en retard, mais dire le petit dernier train qui est arrivé à l'heure une seule fois. Parce que ce modèle de proposition d'information peut fabriquer une mentalité de gagnant. Donc moi je crois que la SOCACIM... Et non pas de décrier quand même les actes du ministère de la Culture, tel que cela a été le cas dans la presse cette semaine. Est-ce que la presse ne devrait pas s'interroger sur les comités de normalisation, de redressement qui ont été mis sur pied? Est-ce que ces comités ont produit des résultats qui ont pu être su par tout le monde? Est-ce qu'au même moment où des artistes sont invités au Premier ministère, une autre société est créée de l'autre côté? Est-ce que tout cela n'est pas de nature à pouvoir s'aimer la confusion dans l'esprit même de ceux qui doivent consommer ces œuvres? Je disais tout à l'heure que pour moi, être journaliste, c'est choisir, c'est hiérarchiser, c'est sélectionner. Je ne suis pas obligée de parler de tout. Je peux apprécier un phénomène qui est un épiphénomène et ne pas en parler, c'est mon droit. Mais je crois que le danger de la presse aujourd'hui, c'est de croire qu'il faut qu'elle parle de tout à n'importe quel moment et à n'importe qui. Donc tout, je veux dire que l'agitation qu'il y a autour du mouvement de SOCACIM, c'est normal. Il y a des personnalités, des individualités qui veulent bien se positionner. Est-ce que ça vaut la peine de relayer ça de façon prioritaire? C'est un choix. Moi, je ne le ferai pas. Très bien. Alors, on va sortir de cette question. Juste une petite interrogation pour vous mettre. Vous pensez véritablement que la SOCACIM va permettre de résorber tous les problèmes qui ont été décriés avant? Les problèmes de la SOCAM, de la CMC, de la SOCINADA, de la SOCILADROM, de la SOCIM. Tout à l'heure, vous indiquez qu'il ne s'agit pas de compter le nombre de sociétés de gestion, mais lorsqu'il y en a plusieurs, ça peut quand même donner des... Je ne dirais pas qu'il y a plusieurs sociétés, pour ce qui est de la musique, bien entendu, parce que le texte est clair. Il ne peut exister qu'une seule société de droit d'auteur par catégorie de création et par association nécessaire. Ça veut dire que tous ceux qui créent des œuvres musicales ne peuvent créer qu'une seule société. C'est ce que je disais à l'orée de mon propos. Qu'à une époque, on avait la SOCADROM d'un côté et la SOCIM juste pour les œuvres musicales. On leur a demandé d'aller fusionner. C'est là qu'on a créé la CMC. Parce qu'au sorti, n'est-ce pas, de la SOCINADA,
il y avait Moutamoya, qui était d'un côté avec certains groupes d'artistes. De l'autre, on avait Grâce Deka, qui avait un autre groupe d'artistes. Donc, ils ont été obligés de fusionner. S'il y a plusieurs sociétés, c'est beaucoup plus par rapport aux 4 corporations. Ce n'est que par rapport à ça qu'on peut dire que dans le milieu culturel, par rapport aux droits d'auteur, il y a 4 sociétés. Maintenant, par rapport aux problèmes que ces sociétés ont fait naître, à tort ou à raison, je dirais que selon les règles qui prévalent en matière de gestion des problèmes qui peuvent naître, la première chose, c'est d'identifier les problèmes. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a fait l'inventaire de tous les problèmes qui sont nés depuis qu'on est sorti de la Socinada. Après avoir fait l'inventaire des problèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut les évaluer pour connaître ça date depuis quand, ça a déjà causé quel type de tort. Maintenant, on administre un traitement. Après le traitement, il faut contrôler le traitement pour se rassurer que le traitement qu'on a administré est de bonne facture. Parce que vous ne pouvez pas être malade depuis 2 jours. On vous donne le traitement en pensant que non, ça fait depuis ce matin que vous êtes malade. On risque de ne pas atteindre le niveau. Maintenant, je pense que la nouvelle société, il faut lui laisser le temps, n'est-ce pas, d'exister et de faire ce qu'il a fait. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un problème managérial. Et on avait ce problème avec les autres sociétés pour une raison simple. La loi 2000 a des écueils parce que les sanctions qu'on administre à ceux qui gèrent les sociétés de gestion collective n'étaient pas à niveau. Parce que très généralement, lorsqu'il y avait des malversations financières, c'est plutôt l'agrément qu'on retirait. Quand on retire l'agrément, est-ce que celui qui est directeur général et qui a commis une malversation financière subit, n'est-ce pas, les affres du retrait d'agrément? Je vous le dis là, ça c'est un petit secret de mon cabinet. Là où je travaille, il y a une jeune dame qui est venue me voir pour me dire qu'elle a créé une œuvre musicale à son CD, elle ne sait pas où le déposer. C'est vrai que la formalité n'est pas la condition pour protéger l'œuvre. Mais seulement à partir du moment où elle ne peut pas déposer, elle aura des difficultés même ça pour dire qu'il y a eu contrefaçon, l'œuvre m'appartient, ainsi de suite, et ça cause du tort. Donc ne serait-ce que par rapport au fait que actuellement avec la nouvelle société, les gens auront au moins un interlocuteur vers qui se diriger lorsqu'il faut faire le dépôt pour qu'on sache qu'à partir de telle date, n'est-ce pas, l'œuvre est née et appartient à telle personne. Ça fait déjà un début de solution par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps d'exister et apprécier, n'est-ce pas, les avancées pour commencer à critiquer objectivement, bien entendu, n'est-ce pas, tous les actes qui seront posés et canalisés de sorte que l'artiste puisse, n'est-ce pas, véritablement vivre du fruit du travail qu'il accomplit. Très bien. Je vous propose de passer à une autre thématique de ce sujet. John Boulon, on n'aura pas tout le temps pour le droit d'auteur. On va évoquer à présent la liberté de la presse qui s'y a attardé cette semaine en s'interrogeant notamment avec ses rapports avec le Conseil national de la communication, le ministère de la communication et autres là. Comment il est possible d'apprécier tout cela, Mario Bamael? C'est assez vaste comme question. Ouais. Non, cette célébration, je pense, doit d'abord rappeler aux gens, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un autre corps de métier qui ait une journée internationale proche de la fête du travail. Je crois que nous sommes les plus proches, les hommes des médias, la liberté de la presse. Il faut comprendre que c'est un travail qui est intéressant, mais qui est aussi dangereux lorsqu'il n'est pas bien encadré, lorsque toutes les structures ne sont pas mises sur pied, fonctionnelles et encadrées pour qu'on ait une presse crédible, on ait une presse sérieuse et on ait une presse qui emploie des journalistes qui sont rémunérés comme il le faut. Il y a beaucoup de problèmes pour arriver à la qualité de la presse aujourd'hui. Il y a des problèmes de rémunération, il y a des problèmes de formation, il y a même des problèmes de transmission, comme le disait tout à l'heure, lorsque les majors quittent la presse aujourd'hui. Quand on fait un rapide balayage aujourd'hui comme ça, il n'y a aucun rédacteur en chef en poste aujourd'hui qui a moins de 5 ans. Alors si vous avez un rédacteur en chef qui a moins de 5 ans ou 7 ans d'exercice, le background, le carnet d'adresse, l'encadrement et même le caractère pour pouvoir défendre aussi bien en interne en externe son équipe de journalistes, il ne l'a pas. Résultat, on se retrouve avec une CNC qui a beaucoup de dossiers, qui est bien heureuse de les avoir, parce que justement, les journalistes sont jeunes, ils commettent parfois des erreurs dans la collecte, dans le traitement, et lorsqu'on arrive à diffuser, parce que soit les chefs de rubrique n'ont pas la maturité
ou bien l'expérience, et que le directeur de publication est tout le temps parti et se repose sur un rédacteur en chef qui n'appelle pas régulièrement ou avec lequel il ne discute même pas des sujets de une, il y a beaucoup de difficultés à avoir une presse crédible aujourd'hui. Mais est-ce que cela ne nous donne pas quand même l'occasion de nous intéresser au concept liberté de la presse, Suzanne Kalalobé? La presse pour vous, enfin la liberté, la presse de l'autre côté? Déjà, je suis d'accord avec l'analyse que vient de faire Marion sur la qualité aujourd'hui des ressources dans le milieu médiatique. Et quand elle dit que le CNC est content d'avoir ces dossiers, non, le CNC n'est pas content, il est accablé. Parce que moi, justement, étant dans la profession depuis un quart de siècle... Ça vous donne au moins du travail? Non, on n'a pas besoin de ça. On a beaucoup d'autres choses à faire. Et que, après un quart de siècle, mon travail soit juste de regarder le type comment dirais-je, le type de fadaise que mes collègues écrivent, ça fait mal au cœur. Parce que surtout quand on lit, on voit qu'il y a un manque de maturité, on voit qu'il y a un manque de formation, on voit qu'il y a un manque justement d'esprit de responsabilité, mais on voit surtout qu'il y a une très grande jeunesse. Et ce n'est pas une insulte. On voit qu'il n'y a pas d'expérience. Parce qu'un journaliste qui a de l'expérience ne ferait pas comme ça. Mais on a des cas de journalistes qui ont des expériences, et je vais en venir à votre question, qui sont dans des... comment on appelle ça? Qui sont dans des coups. On a des braqueurs dans la presse qui sont des gens adultes qui sont payés à écrire un certain nombre de choses. Et on sent la différence, quand on juge ces affaires, entre le journaliste jeune qui s'est planté parce qu'il a fait une erreur, et le journaliste expérimenté qui porte atteinte à la déontologie, à l'éthique et à l'intégrité de l'individu qu'il attaque. Donc la liberté, oui, la liberté, mais pas de liberté sans responsabilité. Et la responsabilité, notre métier est encadré par la Charte universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de toucher à l'intégrité d'un individu, que ce soit une intégrité physique ou morale. En d'autres termes, quand Micho Moussa l'a dit que le CNC est une coquille vide, je peux l'attaquer parce que c'est une insulte, qu'il porte atteinte à mon intégrité. C'est un jugement de valeur, ce n'est pas une appréciation, et ça peut être considéré comme une insulte. Voilà un petit exemple. Est-ce que dans la presse, peut-être pour rester sur votre exemple, est-ce que cela ne donne pas très facile de s'attaquer aux phrases, aux déclarations, aux affirmations contenues dans la presse? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser, accentuer la formation? Tout à l'heure, on parlait quelquefois de la jeunesse et l'expérience qui peut être jeune. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y attarder plutôt que de rester sur les déclarations ou bien les autres affirmations qui créent tout ce que l'on sait? D'abord, on ne reste pas sûr. Et c'est très bien que le Conseil national ait pris toutes les plaintes. Pourquoi? Parce qu'on a un bon décryptage aujourd'hui de la qualité des ressources qui existent dans la presse et de façon induite, la qualité des entreprises de presse, les entreprises économiques, c'est-à-dire le statut. On sait qu'il y a beaucoup de journaux qui ont été attaqués, qui en réalité ne sont pas des structures organisées d'entreprises. Parfois, c'est le DP tout seul et un rédacteur. On sait qu'il y a beaucoup de radios qui n'ont pas de personnel. Donc, le combat que l'on mène, il y a le combat de régulation, mais il y a aussi un combat avec les institutions. C'est-à-dire, les dispositions qui ont été prises lors des États généraux de la communication doivent être appliquées pour permettre à ce qu'il y ait des entreprises de presse privées fiables. Donc, c'est aussi notre combat. La preuve, on a discuté de faire un mémo sur, puisque le thème de la journée internationale, c'était le travail décent. Et la fondation Friedrich Herbert a fait une sorte de mémo pour rappeler les conditions actuelles de travail des journalistes, que ce soit dans la presse écrite ou la presse audiovisuelle. C'est un combat. Et c'est à ce propos qu'elle disait que les conditions sociales des journalistes sont tellement précaires qu'elles favorisent la production de la médiocrité que le CNC régule. Moi, je ne suis donc pas fier de cela, mais je suis contente de m'appuyer sur des éléments structurants et structurels pour aller nous battre, tant au niveau des institutions, mais aussi au niveau des patrons de presse, qui ont oublié la fameuse convention collective, qui ont oublié que la condition salariale de leurs employés contribue à la qualité de la production de l'information. Et quand Marion dit les anciennes gloires, entre guillemets, il n'y a plus personne, les patrons de presse ont mené une politique délibérée de rajeunissement, ce qui est bien, mais d'écart, comment on dit écartement? On dit quoi? D'écarteler? Non, ils ont écarté délibérément les anciens pour qu'il n'y ait pas d'encadrement ni de relais. Donc on est dans une situation plus que délicate et probablement dangereuse. Et ne vous inquiétez pas, Sandrine Yamga. Alors, le CNC est au combat. Hein. Ah bon, c'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui. Et tant pis s'il ne croit pas. Que le CNC au combat ou au contrôle, ça c'est les deux. C'est très bien de le dire.
Mais moi, je n'ai rien avec la création du CNC. Hein. C'est quelque chose, c'est un organe qu'il fallait. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dérives dans la profession. Mais à côté de dénoncer les dérives, ok, comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on suit le travail qui a été fait et comment est-ce qu'aujourd'hui le CNC peut contribuer à ce que la presse soit effectivement un quatrième pouvoir. Parce que la lecture qu'on a, c'est qu'il y a des plaintes qui sont déposées, il y a des traitements qui sont faits, on appelle les principaux concernés à venir s'expliquer, ok? Et après, il y a des sanctions qui sont faites, mais après le suivi des sanctions, qu'est-ce qu'il y a derrière? Attends, alors... on ne voit pas beaucoup. Et ensuite, le journaliste aujourd'hui n'a pas besoin d'être repoussé dans ses derniers retranchements, ok? De savoir qu'il a en face de lui que des gens qui peuvent lui dire tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal fait, ok? On a besoin aussi de savoir si on a mal fait, comment est-ce que aujourd'hui on change, ok? D'où je suggérerais au CNC de travailler également avec des syndicats, qui nous ont rejeté, ok? De travailler également avec les associations de défense des droits des travailleurs, des médias et des métiers connexes, pour qu'ensemble nous levions cette bataille-là, que nous gagnions cette bataille. Parce que je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien ou le gouvernement est contre nous, mais comment est-ce qu'on va à la négociation contre le gouvernement? Quels sont les arguments que nous avons? Parce qu'aujourd'hui, où est-ce que les jeunes se forment? Comment est-ce qu'ils se forment? Et qu'est-ce qu'on attend d'eux? Dans quels organes? Aujourd'hui, vous avez des journaux qui ont, dont le tirage est revenu à la plus simple expression. Ok? On parlait d'à peu près 3000 ou 2500 tirages par jour. Vous voulez que ce journaliste qui écrive dans ce titre-là, qui n'est pas payé et qui à côté de ça, on lui fait une proposition d'avoir entre guillemets le gombo et tout ça, comment est-ce qu'il va avoir la responsabilité et la formation? S'il n'a pas la formation, s'il n'a pas l'intégrité, s'il n'a pas un coaching, comment est-ce qu'il va pouvoir dire non à celui qui veut l'utiliser alors qu'il a un problème à résoudre? Il faut payer les journalistes. Alors même, il faut qu'ils aient des contrats de travail. À quoi sert le syndicat? Pourquoi le syndicat est faible? Donc, le syndicat n'est pas faible. Le syndicat a failli. Alors, on passe la parole à présent à Maître Leopold. Vous, de votre position d'observateur, pour vous, la presse aujourd'hui au Cameroun, elle se résume à quoi? Tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de presse à gage, de la responsabilité même du journaliste. Comment vous observez tout cela? En fait, je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur la responsabilité du journaliste parce que, à mon sens, le journaliste a une double responsabilité. La première, c'est celle d'informer. Alors la question fondamentale à ce niveau, c'est de savoir comment informer. Est-ce que on va, comme on l'a dit là, on veut prendre un peu de gombo, on va faire n'importe quoi? Non. Je ne pense pas que parce qu'on n'est pas payé dans le journal ou dans la structure à laquelle on appartient, on devrait se permettre de faire n'importe quoi, parce que il faut regarder la deuxième responsabilité, celle sur laquelle je voulais véritablement m'appesantir, c'est la responsabilité pénale du journaliste. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous évertuez à donner des informations sur un fait ou bien sur une personne, il faut aussi intégrer que cette information, quand elle n'est pas de bonne facture, elle peut ouvrir droit, n'est-ce pas, à des poursuites judiciaires. Et il y a des situations, on sait qu'il y a beaucoup de situations où des journalistes ont été poursuivis. J'ai des situations où le fait de donner une information par un journaliste qui n'est pas bien outillé, déclenche, n'est-ce pas, une procédure judiciaire. Malheureusement, la procédure judiciaire n'est pas toujours dirigée contre le journaliste. Parce que la première personne qui est responsable du journal, c'est le directeur de publication. Et c'est pas bien que l'on nous dise, par exemple, que les anciens sont partis et que tous ceux qui sont là sont jeunes. Ils sont jeunes parce que c'est une politique et la politique peut être mal appréciée. Parce que lorsque le directeur qui a 50 ans ou 15 ans de journalisme décide par exemple qu'entre lui et tous ceux qui viendront, on aura quelqu'un qui n'a que 3 ans. Alors il assume la responsabilité parce que la question va se poser, est-ce que pendant les 3 années d'expérience qu'il a sont suffisantes, n'est-ce pas, pour porter sur le dos toute la responsabilité qu'on a? D'une part, de donner les bonnes informations ou alors d'aller chercher les informations et sécuriser sa source, bien entendu. Et d'autre part, n'est-ce pas, d'éviter que le journal ne soit poursuivi parce que les informations qu'on a données n'étaient pas de bonne facture. Moi, je dis, il est important que chacun sache faire son travail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que lorsqu'on n'a pas la bonne information, en tant que journaliste, quelle que soit la qualité qu'on a, le travail qu'on fait
peut ne pas être probant et on risque de, n'est-ce pas, d'être poursuivi. Donc la presse aujourd'hui, à mon sens, pour ne pas monopoliser la parole, la presse doit prendre des dispositions, chacun en ce qui le concerne, pour faire un travail de qualité. L'information qu'on donne doit être de bonne facture. Pour chuter un peu par rapport au CNC, c'est normal qu'il y ait un organe de régulation par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas reprocher au CNC aujourd'hui, n'est-ce pas, de ne pas avoir des syndicats avec qui échanger. Lorsque quelqu'un vous dit par exemple que vous êtes une coquille vide, je ne pense pas que c'est cette personne-là qui viendrait, n'est-ce pas, à s'attabler avec vous pour pouvoir faire des choses qui sont utiles par rapport à l'avenir, n'est-ce pas, de la presse. Donc je pense que chacun doit regarder dans la même direction pour faire ce qui est utile, n'est-ce pas, pour l'avenir, n'est-ce pas, des journalistes. John Boulet. Oui, moi je dirais d'abord que la liberté de la presse s'octroie, elle ne se décrète pas. Mais quand on l'a, on doit l'assumer. Les directeurs de publication ont une large responsabilité dans ce qui se fait dans les journaux aujourd'hui. Bon, quand ils créent un vide entre les anciens et les nouveaux, c'est peut-être parce qu'ils veulent garder le monopole et ne pas appliquer les conventions collectives. Parce qu'ils sont en quelque sorte des patrons. S'ils veulent que leurs journaux soient crédibles, il faut que leurs journalistes soient formés. Et je sais, et c'est ce que nous constatons aussi, que la plupart des journalistes d'aujourd'hui sont formés sur le tas. Quand ils sont formés sur le tas, ils courent des risques énormes parce qu'ils ne maîtrisent même pas le b.a.-ba du journalisme. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens doivent être suffisamment formés pour être responsables. Ça, c'est mon point de vue. Et que les journalistes soient bien payés. Il faut simplement être passé par une grande école de journalisme. Pas forcément par une grande école. On connaît des noms. On connaît des noms, on ne va peut-être pas les citer, mais on connaît des gens qui sont des sommités, qui ont été des sommités, qui n'ont jamais été dans des écoles de journalisme, même en Occident, hein, parce qu'il ne faut pas toujours avoir le complexe du blanc ou bien quoi que ce soit. Et il y a des gens qui ont fait du bon journalisme ici, qui sont connus, et qui n'ont pas été à l'école. L'école, c'est le travail de tous les jours, hein, de s'améliorer, se mettre en question et faire le travail correctement. Ce que je dirais en plus, c'est qu'il faut que les journalistes soient bien payés. C'est-à-dire qu'il faut un minimum. Si les gars n'ont pas de minimum, ils vont chercher le gombo. Et c'est ce que nous constatons sur le terrain. Nous constatons sur le terrain qu'il y a beaucoup qui font des dérapages, parce qu'on leur donne un peu d'argent, ils font des orientations qui n'éclairent pas leurs lecteurs, mais parfois aussi les auditeurs quand il s'agit de la radio ou de la télévision. Alors, Marie Obama, si on devrait s'interroger aujourd'hui sur la situation, sur ce qui reste même de ce métier de journaliste, au-delà des plumes qui peuvent partir de cette profession, est-ce que les conditions de travail des journalistes aujourd'hui, est-ce que le travail fait par les syndicats de journalistes donne véritablement à se dire qu'il y a encore de la matière à sauver? Il y a toujours de la matière à sauver. Sinon, il faudrait d'abord que les écoles de journalisme ferment, puisqu'elles ne font que ouvrir tous les jours des nouvelles filières. Et il y a à peu près chaque année autour de 175 à 200 étudiants qui finissent leur formation de cycle BTS ou bien à l'ESTIC, et même dans les universités, qui sont versés comme ça dans le monde de l'emploi. Il faut bien pouvoir les intégrer. Donc il y a toujours de la matière. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'y a qu'un seul syndicat qui s'occupe des journalistes, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun. Et la tâche est énorme. La tâche est énorme parce que on a 10 régions aujourd'hui, les médias sont présents dans toutes ces 10 régions-là. Il faut pouvoir structurer le syndicat, il faut pouvoir travailler à la formation des encadreurs du syndicat et il faut pouvoir avoir la masse critique. Aujourd'hui, nous sommes à peu près autour de 400 journalistes affiliés au syndicat. Ça nous donne déjà une masse critique importante pour aller à la négociation. Donc nous allons, d'ici la fin du mois, passer à la deuxième phase, qui est celle de rencontrer aussi bien les autorités que chaque directeur de publication ou chaque directeur de médias audiovisuels au Cameroun par rapport à la situation exacte des employés qu'il a chez lui et pour pouvoir commencer à faire infléchir. Parce que vous ne pouvez pas aller à la table de négociation si vous ne représentez rien. Si même d'abord les journalistes ne sont pas affiliés au syndicat, vous n'avez pas la force pour aller à la négociation. Aujourd'hui que nous avons cette force du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous ai dit aujourd'hui, pour la première fois au Cameroun, dans toutes les 10 régions, il y a eu une mobilisation forte organisée par le syndicat national des journalistes du Cameroun, ce qui ne s'était jamais fait. Et on a eu
tous les responsables de cette association, de ce syndicat, ont obtenu l'autorisation de manifester auprès des sous-préfets de chaque ville. Donc, c'est quelque chose qui se met, qui se met en place. Ce que j'allais dire, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en face de nous, on a deux entités avec lesquelles nous travaillons. C'est le ministère de l'Emploi, d'abord, qui est notre tutelle, parce que nous sommes des employés, nous sommes des travailleurs. Parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, on pense que c'est le ministère de la Communication qui est notre ministère de tutelle, que non. En tant qu'employé, notre ministre de tutelle, c'est le ministère du Travail. Et maintenant, en tant qu'organisme, organisation, c'est le ministère de la Communication, parce que nous sommes un organe, nous communiquons. Ok? Ces deux entités-là, nous allons les rencontrer dans les jours prochains pour réveiller et obtenir que l'application d'abord de la convention collective soit faite. Parce que comme le disait Joe tout à l'heure, si on n'est pas bien payé, si on a des problèmes pour avoir son loyer, pour payer sa facture d'électricité, pour soigner ses enfants, il n'est pas possible d'obtenir un travail de qualité. Ça, c'est même pas, c'est un leurre. C'est ce que nous faisons, c'est que nous avons beaucoup d'employés qui trichent parce qu'ils jouent entre les problèmes qu'ils ont et comment être rentable. Mais également, au milieu de tout ça, il y a des gens qui essaient de faire correctement leur travail. Donc, il faut que chacun fasse son travail. Il faut que les employés travaillent. Il faut que les employeurs payent les employés pour qu'ils puissent avoir un travail de qualité. Et il faut que nos différentes tutelles, que sont le ministère du Travail et le ministère de la Communication, face à ce qui a été signé, parce que la convention collective a été signée. Nous ne parlons pas d'un document depuis 2002, nous ne parlons pas d'un document qui n'existe pas. C'est un document qui a été signé, que ce document soit appliqué. Et que les patrons de presse arrêtent de nous dire que la convention de Florence n'est pas respectée au Cameroun, c'est pour ça que nous ne pouvons pas appliquer. Quelle convention de Florence, mon Dieu? Il y a des contrats, il y a des contrats de publicité qui sont... La manière avec laquelle les journalistes se comportent, est-ce que cela ne prêterait peut-être pas le flanc à l'inertie, disons-le comme ça? Vous avez tout à l'heure évoqué les ministères du tutelle, mais les deux entités que sont le ministère du Travail et le ministère de la Communication, ça a été simplement sur le ministère de la Communication. On le sait, ces derniers temps, le ministre de la Communication qui a été plus ou moins remonté contre les médias nationaux, le traitement de l'actualité, sur tout ce qui a eu cours, soit autour de la guerre contre Boko Haram, photomontage, et bien tout cela. Cela peut également, est-ce que cela ne peut pas donner des éléments au ministre de la Communication de se dire attention à ces journalistes que nous avons sous la main? Et justement, quand on dit attention, on s'assoit, ok, on regarde, on évalue, on essaie de trouver des solutions pour qu'on ne puisse plus être en train de dire attention, on va tout droit à la catastrophe. Parce qu'on a beau jeu de dire les journalistes aujourd'hui n'ont pas la responsabilité, aujourd'hui, non, ils travaillent contre l'image du Cameroun, ou ils donnent des informations à ci, ils donnent des informations à ça. Mais bon Dieu, la responsabilité aussi du ministère de la Communication, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Ce n'est pas uniquement de dire les journalistes ne sont pas bons, c'est de dire également qu'est-ce la pierre que nous devons apporter à l'édifice pour que cette profession soit une profession de référence. Que l'on dit le métier, le plus beau métier soit exactement ce plus beau métier-là. Est-ce que le ministère de la Communication le fait? Il ne suffit pas seulement de dénoncer, il suffit d'appliquer. Aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelait l'aide à la communication privée. L'aide à la communication privée touche qui? Et c'est une enveloppe de combien? Comment aujourd'hui le ministère de la Communication suit? J'ai été très surprise il y a quelques jours de recevoir un Sandrine, appel. on peut... Non, on va permettre à Marion de... J'ai l'impression que Suzanne, travaillant pour le CNC, est très impatiente de défendre les positions du ministère de la Communication et du gouvernement. Donc, s'il vous plaît, qu'elle souffre, que je termine. Allez-y, Marion. Voilà. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Le ministère de la Communication, il y a l'aide à la communication privée, il y avait la carte de presse qui avait été instituée à l'époque pour permettre justement qu'on ait un tamis de qui fait quoi au Cameroun dans ce métier, mais ça n'a jamais été respecté. On a l'impression, je ne vais pas faire un procès, je dis on a l'impression que le ministère de la Communication s'amuse à ce que cette situation perdure, qu'il soit toujours à avoir le bâton quand il faut, mais jamais la carotte. Suzanne Kelalobel. Oui, déjà, je voudrais, non pas rectifier, mais renvoyer la balle à Marion en disant que je ne travaille pas pour le gouvernement. Je suis membre du CNC. Et qui a c'est une fonction. Vous permettez? Le gouvernement, c'est une Voilà. structure politique qui est dominée par le RDPC. Je travaille pour l'État
Et l'État n'appartient pas au RDPC. Je travaille pour la République du Cameroun. Ça, c'est deux. De deux, je ne m'impatientais pas parce que, à cause de ce que vous disiez, c'est que c'est mon tempérament et c'est pas la première fois que je le... Non, je veux dire qu'il faut que les choses se... Je ne veux pas toujours laisser dire parce que je suis gentil. Donc, je m'impatiente, c'est mon tempérament, c'est comme ça. Mais je voudrais le discours de Marion, là où je ne le partage pas. Et à mon avis, c'est ça qui bloque dans notre métier, c'est que nous avons toujours des boucs émissaires pour expliquer pourquoi nous posons des actes. Nous avons toujours des succédanés pour expliquer qu'on prend le gombo, qu'on est pauvre, c'est vrai. Le métier est mal payé, c'est vrai. Mais nous-mêmes, journalistes, que faisons-nous, nous, chacun, pris individuellement, pour sauvegarder notre dignité et notre intégrité? C'est parce que le milieu est poreux et qu'il y a une accessibilité à la médiocrité qu'on peut nous manipuler. C'est pour ça que les patrons peuvent le faire. Et moi, je pense que le discours, bon, quand Marion me dit il y a 400 journalistes, je veux bien. Mais l'expérience que j'ai dans le milieu, c'est que les syndicats étaient dehors, mais jamais dans l'entreprise. Le travail concret au quotidien des syndicalistes dans l'entreprise, on ne le sent pas. On ne l'a pratiquement jamais senti. Ça veut dire que dans notre milieu, et je parle à mes confrères, à mes collègues, il y a beaucoup de gens qui jouent un double jeu. C'est-à-dire, au lieu d'être solidaire par rapport à un collègue, vous allez voir qu'on va pousser un collègue, l'autre va se précipiter. Donc les patrons jouent sur cette fragilité de notre métier où le moi est surdimensionné et le narcissisme aussi, et où on n'arrive pas à être solidaire. C'est-à-dire, je ne vais pas être solidaire de Sandrine parce qu'elle va peut-être prendre ma place et vice-versa. Il y a cette culture qui existe. Et c'est c'est là-dessus que le syndicat doit travailler, pour que justement il n'y ait plus personne que l'on piétine, il n'y ait plus personne à qui on paye 50 000, ou il n'y ait plus personne à qui on paye un salaire au lance-pierre, et qu'il n'y ait plus jamais personne à qui on dit stop sans notification, et dont on bloque le salaire. C'est ça la réalité au quotidien. Et comme cette réalité au quotidien n'est pas combattue, Sandrine, je voudrais la remercier qu'elle m'ait invitée. Elle saura pourquoi je lui dis merci. Parce que s'il n'y a pas des actes de courage entre collègues, eh bien les patrons continueront à faire ce qu'ils veulent. Donc je la remercie sincèrement. Elle saura, je ne vais pas plus loin. Oui, non, mais moi je voulais relever quelque chose. Parfois on retrouve un peu partout. Hein. C'est que dans votre métier de journaliste, il y a des patrons qui jouent un peu double jeu. Et il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils savent porter leur casquette. Parce qu'il y en a qui sont journalistes, en même temps qu'ils sont patrons de presse. Alors ils jouent souvent sur les deux tableaux pour un peu influencer les comportements de leurs employés. Hein, en leur faisant croire qu'ils sont du même bord. Parce qu'il faut bien préciser que quand on est patron, on est en face de l'employé. C'est ce que je voulais préciser. Je raconte un tout petit peu. Je voulais nous donner le nom de ce patron. Mais on signale quand même peut-être pour sortir de cette question, Marion Obamael, on s'interrogeait tout à l'heure sur la responsabilité même des journalistes dans ce qu'il y a à faire, dans ce qu'il y a à produire. Et donc, il ne faut peut-être pas confondre la liberté de presse que l'on célèbre aujourd'hui. Non, il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas confondre la liberté, libertinage, excès de liberté. Non. Justement, c'est pour ça que le travail de formation est important. Il est même vital. Si nous voulons continuer à exister en tant que profession, il faut qu'on soit formé. Parce qu'effectivement, nous avons plusieurs responsabilités et nous pouvons être poursuivis pour les actes que nous posons, que ce soit individuellement ou bien avec le titre. Parce qu'il y a parfois vous avez des comptes qui sont scellés parce qu'on dit que vous n'avez pas fait votre travail, ou bien vous avez des journalistes qui vont en prison. Ça ne donne pas une bonne image. Donc il faut qu'on travaille à ce que les gens sachent effectivement quelles sont leurs responsabilités. Nous avons le droit de les former. Ok. Nous avons besoin d'assurer la continuité. Parce que si on a 5-10 ans d'exercice de métier au Cameroun et qu'on parte du jour au lendemain, on doit également pouvoir former ceux que nous laissons. Et la responsabilité du patron de presse est interpellée au premier chef. Parce que c'est lui qui permet que toutes ces conditions, comme le disait Suzanne tout à l'heure, on a eu au forceps, le SNJC a eu au forceps la possibilité depuis 1 an et demi d'installer des représentants dans des médias, ce qui n'était même pas possible ni envisageable avant. Parce que justement, on ne peut pas combattre de l'extérieur, il faut qu'on puisse entrer. Et nous ne sommes pas des adversaires des patrons de presse, il faut que ce soit entendu. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous voulons travailler à ce que
les employés travaillent dans de bonnes conditions, mais surtout pour que l'outil de production et la qualité de la production soient meilleurs. Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'un journaliste soit bien payé pour qu'il travaille mal. Non, au contraire. Nous voulons qu'un journaliste soit bien payé pour qu'il fasse très bien son article, qu'il puisse rencontrer des sources, les appeler au téléphone pendant longtemps, se déplacer pour aller les rencontrer, pouvoir confronter sans complexe justement, et confronter plusieurs sources pour avoir un travail de qualité. Mais si on ne peut pas l'avoir, si on ne peut pas, aujourd'hui le management, comme le dit Andrew Boulay, nous si on a une question de management dans les médias, qui sont à la tête des entreprises de presse, ce qu'on appelle même abusivement entreprises de presse. Il faut que ce soit des managers. Il faut qu'ils sachent que cet outil doit produire, et pour qu'ils produisent, il faut que je base mon management sur le personnel. Aujourd'hui, on dit l'être humain est au centre du management du 21e siècle. Il faut que le journaliste soit au centre du management des patrons d'entreprises de presse. De toutes les façons, on va continuer de suivre toutes les activités qui ont un rapport avec la journée de la liberté de la presse. On a indiqué tout à l'heure des mobilisations. Il y a des rencontres, des débats, des séminaires comme celui qui va accueillir quand même des pays de l'Afrique centrale qui vont réfléchir au Cameroun sur la situation, même le rôle des médias. Alors, il nous reste juste 5 minutes et pour sortir avec vous, Maître Léopold Koundjo, on va quand même s'arrêter un tout petit peu sur la fête du travail. Il y a 2 jours qu'elle a été célébrée. Vous pensez qu'elle mobilise encore autant qu'avant? Vous, la fête du travail aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je dirais que la fête du travail a toujours son rôle à jouer dans la mobilisation, n'est-ce pas, des personnes qui, à longueur de journée, s'échinent, n'est-ce pas, à atteindre les objectifs que certaines autres ont fixés. Malheureusement, le sentiment que moi j'ai lorsqu'on parle de la fête du travail est un sentiment de mal-être. Pas par rapport à moi personnellement, mais par rapport à ceux qui se disent être employés. Ils sont nombreux qui sont employés, mais c'est en fait des chômeurs, parce que lorsqu'on se rend compte que quelqu'un peut travailler au Cameroun et avoir 30 000 francs par mois, je dis ça, pour moi, c'est de la paupérisation. Lorsqu'on peut travailler pour avoir 20 000 francs, il y a des femmes de ménage qui ont 10 000 francs par mois. C'est des situations qui font mal. C'est vrai, il y a une chose qu'il faut intégrer. L'entreprise veut ce qui est économiquement possible. De l'autre, on a un employé qui veut ce qui est socialement enviable. Ça veut dire qu'en fait, aussi longtemps qu'on n'a pas concilié les deux, on va toujours se retrouver dans une situation où ça fait mal. Mais ce qu'on doit savoir, le thème qu'on a retenu pour la journée internationale du travail, pour la fête du travail, c'est le travail décent. Alors le travail décent pour qui? Le travail décent comment? On va faire comment pour atteindre cet objectif de travail décent? Lorsqu'un individu peut travailler pendant 19 ans, vous dites qu'il est travailleur temporaire. Alors que la loi nous demande que le travail temporaire ait une durée maximale de 6 mois. Lorsqu'un individu peut travailler pendant plus de 4 ans, on dit que c'est un contrat de travail à durée déterminée. Ça veut dire qu'en fait, aussi longtemps qu'on a la possibilité de se faire des passe-droits, on aura des difficultés. Il faudrait que l'employé, n'est-ce pas, soit mis au centre. Et on dit, si vous voulez de la productivité, traitez vos employés avec respect. Considérez-les comme la source primordiale de gain de productivité que les investissements et la mécanisation. Donc, si on le fait véritablement, je pense qu'on pourra facilement atteindre les objectifs. Et lorsqu'on parlera, n'est-ce pas, de la fête du travail, et ceux qui donnent du travail et ceux qui ont du travail, tout le monde sera content de savoir qu'on célèbre effectivement le travail parce que le rendement est justement apprécié selon les règles de l'art. Alors, ce ne sera peut-être pas ces festivals, toutes ces réjouissances que l'on a pu observer, alors qu'il y a quand même des syndicalistes qui disent travailler à pouvoir améliorer les conditions, faire améliorer les conditions de travail qui existent. S'il fallait juger aujourd'hui le travail des syndicalistes, il y en a quand même. Il y a plusieurs syndicats qui existent du jour au lendemain. Même il y en a qui ont même parfois eu à négocier avec le gouvernement. Est-ce que cela produit des fruits? Est-ce que les travailleurs se ressentent également qu'il y a une amélioration de leurs conditions? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, les leaders syndicaux se sont embourgeoisés. Et ça ne m'étonne pas parce que nous avons une culture syndicale qui est toute jeune. On a pendant longtemps travaillé dans le syndicalisme unique. Donc les gars qui sont les responsables des syndicats se sont mis dans la tête qu'ils étaient des leaders, mais beaucoup plus proches du gouvernement que des employés, des travailleurs. Moi, je pense que la fête internationale du travail doit être le moment indiqué pour la révalorisation, la mise en cause même de la situation, des conditions de vie et de travail des travailleurs dans les différents pays, et que ce ne soit pas uniquement une fête pour que les patrons continuent à avoir la même mise sur les travailleurs. Peut-être à clochard disaient leurs employés. Oui, il y a un paradoxe.
la fête du 1er mai est devenue le défilé des entreprises, pas des syndicats. Dans tous les pays du monde, la fête du 1er mai est le défilé des syndicats, c'est-à-dire des structures combattantes des employés. Si notre fête s'est transformée... parce que les syndicats, ce sont les sans-employés. Alors, si notre fête s'est transformée comme ça, j'en viens, c'est que justement, l'action syndicale sur le terrain est complètement plombée. Et que les ouvriers et les employés, je répète, ont le même discours que les journalistes. J'accepte le gombo parce que je suis mal payé. D'accord, mais que fais-tu contre l'employeur qui t'emploie de façon excessive pour qu'il change tes conditions? Parce que Marion, certes, vous, en tant que leader syndical, vous pouvez parler le langage, disons, de la conciliation. Mais dans le droit du travail, il y a la rupture. C'est-à-dire, on a le droit de faire la grève. Si. On a le droit de refuser des conditions. Si. Parce que justement, ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des entreprises, c'est que les employés n'utilisent pas jusqu'au bout leur droit à dire non pour qu'on augmente les salaires. Donc les syndicats relaient quoi? Ils relaient rien du tout. Les syndicats relaient des discours, mais pas des combats dans les entreprises. Les syndicats ont déserté, Jean Boulet, les entreprises pour aller se retrouver sur la table de négociation. Marion dit, nous allons rencontrer le MINCOM, nous sommes déjà une force de proposition. Non. Si vous devez, avant de rencontrer le MINCOM, rencontrer déjà les patrons. Pour que les conditions dans lesquelles, pour que les conditions dans lesquelles ils font subir le travail à leurs employés empêchent qu'on puisse parler de travail décent aujourd'hui dans les médias qui sont normalement la pointe du progrès. Alors, juste en 30 secondes, Marion, pour achever ce programme, la fête du travail, il y a eu beaucoup de situations que l'on pourrait évoquer. Le cas des retraités, on se souvient, ces entreprises qui ont été privatisées, la situation même des travailleurs aujourd'hui. S'il y avait un mot à dire là-dessus, ce serait quoi? Ce serait que c'est dommage qu'ils soient encore... Alors, qui fait problème? Le syndicat, le gouvernement, les ministères de tutelle? Les ministères de tutelle et les syndicats. Très bien. Alors, on va donc... Qu'est-ce qu'elle a dit? Les ministères et les syndicats. Ah, merci. On va donc s'arrêter là-dessus pour ce dimanche. Merci à vous, Suzanne Kelalobé. Merci. Je remercie également à vous, maîtres. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également à vous, John Boulet, et bon vent à la Sokassim. Nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes. Et merci également à Marion Obamael. Merci et bon vent aussi au syndicat national des journalistes du Cameroun. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de Droit de réponse. Merci d'avoir été au rendez-vous. À dimanche prochain, au revoir. Quel syndicaliste? Ça, c'est